9 militants du parti Le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun de l'opposant Maurice Kamto placés en détention pour 6 mois à Yaoundé. Ils sont inculpés pour tentative de révolution, rébellion. Les nouvelles discussions interministérielles sur le barrage du Nil ont à nouveau échoué. L'Éthiopie accepte d'étendre le rôle des observateurs de l'Union africaine, mais l'Égypte refuse. Et puis au Kenya, extension du couvre-feu nocturne, interdiction des rassemblements politiques, le gouvernement a annoncé un durcissement des mesures anti-Covid. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue à toutes et à tous. 9 membres du parti de l'opposant camerounais Maurice Kamto arrêtés le 22 septembre alors que leur parti, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun et plusieurs autres projetaient une manifestation contre le régime de Paul Biya ont été placés en détention à Yaoundé dans la nuit de mardi à mercredi. Ils ont été inculpés de tentative de révolution, rébellion, attroupement aggravé pour avoir appelé à participer à des manifestations interdites et feront 6 mois de prison. Le 22 septembre, la police avait très violemment dispersé des centaines de manifestants, notamment à Douala, la capitale économique. Plus de 500 manifestants avaient été arrêtés dans plusieurs villes du pays. Parmi les militants inculpés figurent le porte-parole de Maurice Kamto, Olivier Bibou Nissak et le trésorier du MRC, Alain Foguet. Depuis le 22 septembre, Maurice Kamto, arrivé officiellement second à la présidentielle d'octobre 2018, s'estime séquestré à domicile sans procédure judiciaire. L'examen d'une plainte déposée par Kamto pour demander sa libération a été renvoyé au 12 novembre. Les experts des droits de l'homme des Nations Unies avaient demandé le 13 octobre au Cameroun de libérer le principal dirigeant d'opposition. L'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo, qui était sorti de son silence la semaine dernière, a demandé aux autorités ivoiriennes de favoriser le dialogue plutôt que la répression. Il a fait cette demande après le blocage à leur domicile des leaders de l'opposition qui refusent la réélection du président Alassane Ouattara à un 3e mandat controversé. Selon un communiqué publié par son avocate Habiba Touré, l'ancien président Laurent Gbagbo a invité le Premier ministre Ahmed Bakayoko à apaiser la situation politique de la Côte d'Ivoire en favorisant le dialogue plutôt que la répression. Laurent Gbagbo s'est réjoui de la très bonne disponibilité du Premier ministre et a appelé l'ensemble des militants à garder leur sérénité, selon le communiqué. Après 10 années sans aucun contact avec le pouvoir en place, Laurent Gbagbo a fait part de sa vive préoccupation quant au traitement infligé à l'ancien président Henri Konan Bédié, actuel chef de l'opposition, ainsi qu'à d'autres personnalités politiques, dont l'ancien Premier ministre Pascal Afine-Guesson et les anciens ministres Assoa Adou et Maurice Guikaoué. Plusieurs membres de l'opposition qui refusent la réélection d'Alassane Ouattara sont en effet bloqués à leur domicile depuis ce mardi, après avoir annoncé la création d'un Conseil national de transition devant former un gouvernement de transition. Le gouvernement ivoirien a accusé ses opposants de sédition et les a menacés de poursuites judiciaires. Autre discours, celui de l'ex-chef rebelle Guillaume Soro, diffusé sur les réseaux sociaux. En exil à Paris, il a appelé ce mercredi soir les forces de défense et de sécurité à agir. Il s'est également dit prêt à poursuivre la mise en place de la transition alors que plusieurs responsables de l'opposition sont en résidence surveillée. Depuis la France où il est en exil, l'ancien Premier ministre ivoirien Guillaume Soro a appelé ce mercredi l'armée à agir contre le régime du président Alassane Ouattara, réélu président pour un 3e mandat controversé. Je demande à vos soldats, sous-officiers, officiers supérieurs, officiers généraux d'agir pour rétablir la paix et la concorde, pour redonner à notre constitution ses lettres de noblesse et mettre un terme au spectre de guerre civile, a déclaré l'ancien président de l'Assemblée nationale devant un drapeau de la Côte d'Ivoire. Ancien allié du président Ouattara devenu son adversaire, il a appelé la population à se lever et à poursuivre la désobéissance civile à laquelle avait incité l'opposition ivoirienne avant la présidentielle.
Guillaume Soro, dont la candidature à cette élection avait été invalidée, a aussi appelé les corps constitués à désobéir aux ordres illégaux du régime et à rallier le Conseil national de transition dont il se dit membre. L'opposition ivoirienne a créé un Conseil national de transition devant mettre en place son équipe. Le gouvernement ivoirien a accusé de sédition les opposants dirigeant ce Conseil national de transition et les a fait bloquer à leur domicile par des forces de l'ordre, les menaçant de poursuites judiciaires. La communauté internationale a, en ce qui la concerne, appelé au dialogue en Côte d'Ivoire et au respect de l'ordre constitutionnel. Ce journal se poursuit au Zimbabwe. Une responsable du secteur minier qui avait été arrêtée fin octobre pour contrebande d'or a demandé une mise en liberté sous caution au tribunal de première instance d'Harare. Henrietta Rouchaya avait été interpellée alors qu'elle s'apprêtait à embarquer pour Dubaï avec 6 kg du métal précieux dans son bagage à main. Elle fait face à 3 accusations. Une accusation de contrebande d'or et l'accusation de possession illégale d'or et l'accusation de corruption présumée. Ce sont les accusations. Dubaï a déjà signalé qu'environ 2 milliards de dollars d'or provenaient du Zimbabwe, ce qui représente environ 5,5 milliards de dollars de recettes totales. This is about 5.5 billion. Vous découvrirez qu'une quantité importante d'or proviendrait du Zimbabwe, mais trouverait son chemin à travers des systèmes informels, des canaux informels, vers l'Afrique du Sud et Dubaï. Le Soudan a informé que la relance de pourparlers avec l'Égypte et l'Éthiopie au sujet du barrage controversé sur le Nil avait pris fin faute de progrès tangibles. Les précisions. Démarré dimanche dernier, les nouvelles discussions interministérielles par visioconférence sur le barrage du Nil devaient durer, en principe, une semaine. Elle signait la reprise du dialogue entre les 3 pays au point mort depuis 3 mois sur le sujet éthiopien du grand barrage de la Renaissance, lancé en 2011 et destiné à devenir la plus grande installation hydroélectrique d'Afrique. Lors des pourparlers, le Soudan a proposé d'offrir un plus grand rôle aux observateurs de l'Union africaine pour aider à faire converger les différents points de vue. Selon le ministère de l'eau soudanais, l'Éthiopie a accepté d'étendre le rôle des observateurs à l'Union africaine, mais l'Égypte a refusé. La principale pierre d'achoppement concerne les modalités de remplissage du réservoir du barrage, un sujet d'autant plus pressant que l'Éthiopie a annoncé le 21 juillet dernier avoir atteint son objectif de remplissage pour la première année. Le Nil, qui coule sur quelques 6000 km, est une source d'approvisionnement en eau et en électricité essentiel pour une dizaine de pays d'Afrique de l'Est. Plusieurs séries de négociations ont échoué ces dernières années. Je le disais en titre, au Kenya, le président Uhuru Kenyatta a annoncé une extension du couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction de rassemblement politique dans le pays. Il s'adressait à la nation à l'issue d'une réunion avec les acteurs de lutte contre le Covid-19, dont les gouverneurs des comtés. Le Kenya, qui s'était réjoui en septembre d'une baisse du nombre d'infections au Covid-19, a connu en octobre son mois le plus tragique. C'est ce qu'a déclaré le président kényan Uhuru Kenyatta. Le pays a enregistré plus de 15 000 nouvelles infections sur un total de plus de 58 000 et environ 300 morts, soit presque le tiers des décès enregistrés depuis mars dernier. Concentré sur les métropoles de Nairobi et de Mombasa, deuxième ville du Kenya, durant la première partie de l'année, la circulation du coronavirus a récemment enregistré une forte progression dans le reste du pays. Face à cette situation, le président Uhuru Kenyatta a, dans un discours retransmis à la télévision, annoncé ce mercredi une extension du couvre-feu nocturne ainsi qu'une interdiction des rassemblements politiques sur tout le territoire. Le couvre-feu national est étendu jusqu'au 3 janvier 2021. À compter de ce 4 novembre, le couvre-feu sera désormais effectif entre 22h et 4h du matin. Tous les rassemblements et réunions politiques sont suspendus
pour une période de 60 jours et ceci prend effet immédiatement. Immediately, anyone wishing to hold such meetings Toute personne souhaitant organiser de tels rassemblements doit le faire dans les mairies et doit respecter tous les protocoles liés au Covid-19, y compris la limitation du nombre de participants à 1/3 de la capacité de la salle et le port de masques. of face masks. Sur le sujet sensible des écoles, le chef de l'État a indiqué que les élèves des quelques classes déjà rouvertes allaient continuer à étudier, mais que toutes les autres resteraient fermées jusqu'en janvier 2021. Le candidat démocrate à la Maison-Blanche, Joe Biden, se dit convaincu de remporter la présidentielle américaine face à Donald Trump, tandis que le président américain s'est lui engagé dans une bataille judiciaire. Les Américains ne seront pas réduits au silence, a proclamé Biden, qui continue d'être en tête des résultats. Avec le Wisconsin et le Michigan en poche, deuxième et troisième État repris à Donald Trump avec l'Arizona, Joe Biden dispose désormais de 264 grands électeurs. S'il remporte le Nevada, 6, la Géorgie, 16 ou la Pennsylvanie, 20, il atteindrait le nombre magique de 270 pour devenir le 46e président des États-Unis. Le démocrate se rapproche un peu plus de la Maison-Blanche, exhortant à compter toutes les voix pendant que Donald Trump s'est engagé de son côté dans une véritable bataille judiciaire. Les Américains ne seront pas réduits au silence, a proclamé Joe Biden lors d'une déclaration dans son fief de Wilmington, dans le Delaware. En Pennsylvanie, Donald Trump avait mercredi plus de 160 000 voix d'avance au total, mais son avance fondait rapidement au fur et à mesure de la prise en compte des bulletins envoyés par courrier. Ceux déjà comptés étaient à majorité pour Joe Biden. Pour la première fois depuis 2000, les Américains ne connaissaient pas le nom de leur prochain président qui prêtera serment le 20 janvier 2021 au lendemain du scrutin. Une fois le résultat connu, il sera temps de mettre les discours agressifs de la campagne derrière nous, a déclaré Biden, se posant en rassembleur d'un pays meurtri. Pour avancer, nous devons arrêter de traiter nos opposants comme des ennemis. L'équipe de campagne de Donald Trump annonçait une première offensive judiciaire dans le Wisconsin, remportée par Joe Biden avec un écart de moins de 1% selon des résultats quasi complets selon plusieurs médias américains. Dans un tweet, le candidat démocrate à la Maison-Blanche Joe Biden s'engage à rejoindre l'accord de Paris sur le climat dont les États-Unis sont officiellement sortis mercredi au premier jour de sa présidence. Ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité et bonne suite de programmes sur Sika TV.